Imagine un miroir. Pas un miroir ordinaire, mais un miroir invisible, silencieux, qui te suit partout. Chaque fois que tu regardes quelqu'un de près, surtout la personne que tu aimes, ce miroir projette sur elle des parties de toi que tu refuses de voir. C'est exactement ce que Carl Jung appelait la projection de l'ombre. Au début d'une relation, tout semble parfait. Tu admires la façon dont l'autre parle, marche, rit. Chaque détail est une découverte fascinante. Mais peu à peu, des fissures apparaissent. Ce qui te séduisait hier t'agace aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que cette personne devient un miroir. Ses gestes, ses mots, ses réactions, tout commence à refléter des aspects de toi-même que tu préférais garder cachés. Prenons un exemple. Disons que ton partenaire est impulsif. Cela t'agace profondément. Tu lui reproches son manque de contrôle, son imprudence. Mais pose-toi une question. Est-ce vraiment son impulsivité qui te dérange ? Ou est-ce parce qu'au fond, tu réprimes en toi-même un désir de lâcher prise, de laisser libre cours à tes émotions ? Jung expliquait que nous projetons sur les autres ce que nous refusons d'accepter en nous. Ton agacement n'est peut-être qu'un reflet de ton propre combat intérieur. C'est là que la relation devient un terrain de confrontation. Pas entre deux personnes, mais entre toi et ta propre ombre. Chaque désaccord, chaque frustration est une invitation à regarder en toi-même. Pourtant, la plupart des gens font l'inverse. Ils fuient. Ils pointent du doigt l'autre, l'accusent d'avoir changé, de ne plus être la personne qu'ils ont aimée. En réalité, rien n'a changé, sauf la clarté du miroir. Imagine un couple au bord de la rupture. Lui reproche à sa partenaire d'être trop distante. Elle, de son côté, le trouve trop envahissant. En vérité, lui projette sa peur de l'abandon, tandis qu'elle projette son besoin d'indépendance. Chacun se bat contre l'ombre de l'autre, sans réaliser que le véritable combat est intérieur. Le plus troublant, c'est que plus la relation est intime, plus la projection est intense, comme si l'amour lui-même venait éclairer nos parts les plus sombres. C'est un paradoxe cruel. Nous cherchons dans l'autre une source de bonheur, mais nous y trouvons souvent un miroir de nos blessures. Et c'est là que beaucoup de couples se brisent, non pas par manque d'amour, mais par incapacité à affronter ce que l'amour leur révèle. Alors, que faire ? Fuir ? Chercher une nouvelle relation, en espérant que cette fois, le miroir sera plus flatteur. Beaucoup choisissent cette voie, pour se retrouver face au même reflet, encore et encore. D'autres, plus rares, acceptent le défi. Ils regardent en eux-mêmes, affrontent leurs ombres et transforment la relation en un chemin de croissance personnelle. L'amour, dans cette perspective, n'est plus une quête de perfection. Il devient une aventure intérieure. Chaque conflit devient une occasion d'apprendre, non pas sur l'autre, mais sur soi-même. Car comme le disait Jung, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Le miroir ne ment jamais. La seule question est, oses-tu regarder ce qu'il reflète ? Au début, c'est magique. Chaque regard échangé est une promesse silencieuse. Chaque mot semble chargé de sens. On se dit que cette fois, c'est différent. On a enfin trouvé la personne qui nous comprend sans qu'on ait besoin de s'expliquer. Mais est-ce vraiment l'autre que l'on voit, ou juste une illusion que l'on a créée ? Carl Jung disait que lorsque nous tombons amoureux, nous ne voyons pas l'autre tel qu'il est, mais à travers un prisme déformant, l'idéalisation. C'est un processus inconscient, un enchantement mental où l'on projette nos espoirs, nos désirs et même nos manques sur cette nouvelle personne. En elle, nous voyons tout ce que nous voulons voir. La tendresse, la force, la sécurité, la passion. En vérité, nous ne tombons pas amoureux de l'autre, mais de l'idée que nous nous faisons de lui.
Prenons un exemple. Imagine un homme qui a grandi en manquant d'affection. Lorsqu'il rencontre une femme attentionnée, il ne se contente pas de voir une personne bienveillante. Non, il y projette le rôle de celle qui viendra combler ce vide qu'il porte en lui depuis l'enfance. Pendant les premiers mois, il est sur un nuage. Il se persuade que cette femme est la clé de son bonheur. Mais l'idéalisation est une bulle fragile. Et tôt ou tard, elle éclate. Les premiers signes sont subtils. Un petit désaccord, une parole mal interprétée, un geste anodin qui, soudainement, dérange. Ce qui semblait charmant devient irritant. Ce qui paraissait parfait révèle des fissures. Et le pire, on ne comprend pas pourquoi. On accuse l'autre d'avoir changé. Mais en réalité, il n'a jamais changé. Ce qui a changé, c'est notre perception. L'image idéalisée que nous avions projetée sur lui commence à se fissurer, révélant la personne réelle qui se cache derrière. C'est à ce moment précis que beaucoup de relations basculent. Plutôt que de faire face à cette réalité, on se sent trahi, non pas par l'autre, mais par l'illusion que nous avions créée. Cette phase est inévitable, mais elle est aussi nécessaire, car c'est seulement lorsque l'illusion s'effondre que l'on peut commencer à aimer l'autre pour ce qu'il est, et non pour ce que l'on voulait qu'il soit. Pourtant, nombreux sont ceux qui fuient à ce stade. Ils partent à la recherche d'une nouvelle relation, convaincus que le problème venait de l'autre. Mais le cycle se répète, encore et encore. Pourquoi ? Parce que le problème ne vient pas de l'autre. Il vient de notre propre incapacité à accepter la réalité. L'idéalisation est confortable. Elle nous protège de la vérité. Mais elle est aussi un piège. Un piège qui nous empêche de voir l'autre. Et surtout, de nous voir nous-mêmes. Jung disait que l'amour véritable commence lorsque l'illusion prend fin. Ce n'est qu'en acceptant l'autre, avec ses qualités et ses défauts, que l'on peut construire une relation authentique. Mais pour cela, il faut du courage. Le courage de regarder au-delà de nos projections. Le courage de voir l'autre tel qu'il est et non tel que nous voudrions qu'il soit. Alors, la question est simple. Es-tu prêt à laisser tomber l'illusion pour enfin découvrir la vérité ? Imagine que chaque dispute, chaque tension dans ta relation soit en réalité un message codé. Un message que tu ne veux pas entendre, mais qui te concerne plus que tu ne l'imagines. On pense souvent que les conflits naissent des erreurs de l'autre. Pourtant, Carl Jung nous invite à regarder dans une toute autre direction, vers soi-même. La plupart des gens entrent dans une relation avec une attente inconsciente, que l'autre les rende heureux. C'est une illusion dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'en confiant notre bonheur à quelqu'un d'autre, nous lui donnons un pouvoir qu'il n'a jamais demandé. Pire encore, nous nous déchargeons de notre propre responsabilité. Prenons un exemple. Imaginons que ton partenaire ne te complimente plus comme avant. Tu ressens un vide, un manque de reconnaissance. Naturellement, tu le blâmes. Il ne fait plus attention à moi. Mais as-tu pris un moment pour te demander pourquoi ce besoin de validation est si fort en toi ? Peut-être que cette faim de compliments cache une insécurité ancienne, une blessure qui précède cette relation. C'est ici que Jung intervient. Il explique que ce que nous reprochons le plus à notre partenaire est souvent le reflet d'un vide que nous devons combler en nous-mêmes. Si tu cherches constamment l'approbation de l'autre, c'est peut-être parce que tu ne t'es jamais autorisé à t'apprécier toi-même. Si tu ressens un manque d'amour, peut-être que tu n'as jamais appris à t'aimer. C'est un concept difficile à accepter. Il est tellement plus simple de pointer du doigt l'autre. Mais en rejetant la faute sur notre partenaire, on passe à côté d'une vérité essentielle. Personne ne peut nous donner ce que nous refusons de nous offrir. Imagine un couple qui se dispute sans cesse. L'un reproche à l'autre d'être trop distant, l'autre se plaint d'un besoin constant d'attention. À première vue,
ce sont des problèmes de communication. Mais en creusant un peu, on découvre autre chose. L'un fuit parce qu'il a peur de l'intimité, l'autre s'accroche parce qu'il a peur de l'abandon. Deux blessures profondes qui s'entrechoquent. Alors, comment briser ce cercle vicieux? En prenant ses responsabilités, en cessant de chercher chez l'autre la solution à nos blessures. C'est un travail douloureux, mais libérateur. Il ne s'agit pas de se blâmer, mais de reconnaître que le véritable changement commence toujours en soi. Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Tant que tu attends que ton partenaire comble tes manques, tu vivras dans l'illusion. Mais dès que tu acceptes de plonger en toi-même, de faire face à tes ombres, quelque chose change. Non seulement tu deviens plus conscient, mais ta relation s'en trouve transformée. En fin de compte, l'amour n'est pas un remède. Ce n'est pas quelque chose qui vient te compléter. C'est un miroir. Et chaque conflit, chaque frustration est une invitation à regarder ce miroir en face. La question est, es-tu prêt à assumer ce que tu y verras? Fuir. C'est l'option la plus simple. Quand les choses se compliquent, quand les blessures du passé refont surface, beaucoup choisissent la porte de sortie. Pourquoi? Parce qu'affronter ces traumatismes est un combat intérieur bien plus éprouvant que de quitter une relation. Carl Jung l'avait compris. Tant que l'on refuse d'affronter nos propres blessures, on est condamné à les revivre, encore et encore. Au début, tout est fluide. La nouveauté efface les cicatrices, du moins temporairement. Chaque rire, chaque étreinte est un pansement sur des blessures que l'on pensait oublier. Mais le temps est implacable. Il déterre les douleurs enfouies. Petit à petit, les masques tombent, et ce qui se cachait dans l'ombre se projette sur l'autre. Prenons un exemple. Imagine quelqu'un qui a grandi dans un foyer où l'amour se méritait. Pour lui, l'attention de l'autre est une monnaie d'échange. Quand il entre dans une relation, il devient hyper vigilant. Le moindre signe de distance réveille la peur de l'abandon. Chaque silence est perçu comme un rejet. Au lieu de comprendre que cette angoisse vient de lui, il accuse l'autre d'être froid, distant, changeant. Et c'est là que le cycle recommence. Face à cette douleur, beaucoup prennent la fuite. Mais cette fuite ne les libère pas. Elle les enferme dans un cercle vicieux. Nouvelle relation, nouvelle illusion, même chute. Ils courent après l'amour, sans comprendre que ce qu'ils fuient vraiment, c'est eux-mêmes. Pourquoi tant de gens choisissent-ils de fuir? Parce que c'est plus facile que de plonger en soi-même. Regarder ses blessures en face demande du courage. Accepter que l'autre n'est pas la source de notre douleur, mais simplement le déclencheur, est un acte de responsabilité terrifiant. Pourtant, c'est le seul chemin vers une relation véritable. Jung disait que tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Tant que nous n'affrontons pas nos traumatismes, nous les recréons dans nos relations. On reproche à l'autre ce que l'on refuse de voir en soi. Et on s'éloigne, en pensant que le problème vient de lui, alors qu'il est en nous depuis le début. La véritable question n'est donc pas pourquoi les autres nous blessent, mais pourquoi nous leur donnons ce pouvoir. En fuyant, on se prive de l'opportunité de guérir. Chaque relation est un miroir. Si on ose le regarder, on découvre non pas la laideur de l'autre, mais les blessures que l'on porte en soi. Alors, que faire? S'arrêter, cesser de courir, accepter que la douleur que l'on ressent n'est pas le fruit de l'autre, mais le reflet d'une plaie ancienne. C'est dans cet instant de vérité que commence la guérison. La fuite est une illusion. Elle donne l'impression de reprendre le contrôle, mais elle nous enchaîne. Car tant qu'on refuse d'affronter ces traumatismes, ils nous poursuivent. Le vrai courage n'est pas de partir, c'est de rester, de regarder la douleur en face et de comprendre qu'elle ne vient pas de l'autre,
mais de soi. On nous a menti. Depuis l'enfance, on nous a bercés d'histoires où l'amour guérit tout, où il suffit de trouver la bonne personne pour être enfin comblé. On nous a fait croire que le véritable amour, c'est quand tout est simple, fluide, parfait. Mais Carl Jung nous rappelle une vérité bien plus profonde et bien plus inconfortable. L'amour véritable n'a rien à voir avec la perfection. Il s'agit de croissance. Au début, tout semble facile. Chaque sourire est un baume, chaque geste un poème. On flotte sur un nuage, convaincu d'avoir trouvé l'âme sœur. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce stade n'est qu'une illusion. Une douce ivresse qui masque une vérité plus complexe. Aimer, vraiment aimer, c'est affronter l'autre et soi-même. Car l'amour n'est pas un long fleuve tranquille. Il est un miroir. Et ce miroir nous confronte à ce que nous avons passé notre vie à éviter. Peur de l'abandon, manque de confiance, besoin de contrôle. Chaque relation intime met en lumière ces ombres cachées. Et c'est là que tout se joue. Beaucoup pensent que lorsque les tensions surgissent, c'est le signe que l'amour s'éteint. Mais Jung nous dirait le contraire. C'est précisément dans ces moments que l'amour commence à exister. Parce que le véritable amour n'est pas une absence de conflit, mais la capacité à traverser ces tempêtes ensemble, à grandir à travers elles. Prenons un exemple. Imagine deux personnes qui s'aiment profondément. Au début, tout est parfait. Puis viennent les désaccords. Lui se replie dans le silence à la moindre tension. Elle, au contraire, cherche à tout clarifier sur le champ. Le conflit éclate. Elle lui reproche son absence émotionnelle. Il l'accuse d'être trop exigeante. En réalité, ce qu'ils affrontent n'a rien à voir avec l'autre. Lui projette sa peur de l'abandon. Elle projette son besoin de sécurité. Dans ce moment de crise, ils ont deux choix. Fuir, comme tant d'autres, ou rester. Rester pour comprendre que l'amour n'est pas censé nous rendre heureux, mais nous faire grandir. Chaque conflit est une opportunité de mieux se connaître, d'apprivoiser ses propres blessures et de comprendre celles de l'autre. C'est un travail constant, un choix quotidien. Et c'est là que réside la beauté de l'amour véritable. Il n'est pas donné, il se construit. Il n'est pas parfait, il est authentique. Jung disait que l'amour n'est pas une émotion, mais un engagement, un pacte silencieux entre deux âmes prêtes à se confronter à l'inconfort, à la douleur, à la vulnérabilité, pour grandir ensemble. L'amour véritable n'est pas un conte de fées, c'est un voyage intérieur, un miroir qui te force à voir ce que tu as longtemps fui. Et la seule question qui importe vraiment est la suivante. Es-tu prêt à aimer pour de vrai? L'amour, c'est beau, mais c'est effrayant. Dès qu'on s'attache, quelque chose en nous panique. On devient vulnérable. L'autre a le pouvoir de nous blesser, de partir, de nous oublier. Et face à cette peur, beaucoup d'entre nous adoptent la même stratégie, le contrôle. Carl Jung nous explique que le besoin de contrôle dans une relation n'a rien à voir avec l'autre. Il vient de nous. Plus précisément, de nos peurs les plus profondes. Peur d'être abandonné, peur de ne pas être assez bien, peur de perdre ce qui nous rend heureux. Le contrôle prend des formes subtiles. C'est attendre que l'autre envoie le premier message. C'est surveiller ses réactions, tester son amour, créer des barrières invisibles pour ne jamais se sentir trop exposé. C'est refuser de dire « je t'aime » tant qu'on n'est pas sûr que l'autre le dira en retour. Tout ça pour éviter la douleur. Prenons un exemple. Imagine Anna et Karim. Anna a été blessée par le passé. Elle a aimé et elle a perdu. Alors, avec Karim, elle fait tout pour éviter que l'histoire se répète. Quand il est distant, elle devient froide. Quand il prend du temps pour lui, elle l'ignore. Ce qu'elle ne voit pas,
c'est que chaque fois qu'elle essaie de se protéger, elle crée exactement ce qu'elle redoute, la distance. Karim, de son côté, ressent ce froid. Il se dit qu'Anna a changé. Alors, lui aussi se ferme. Et sans qu'il ne le réalise, leur relation devient un jeu d'échecs émotionnels. Pourquoi agissons-nous ainsi? Parce que se laisser aimer, c'est abandonner tout contrôle. C'est accepter qu'on ne maîtrise ni les sentiments de l'autre, ni l'avenir, ni le risque d'être blessé. Et ça fait peur. Jung disait que ce que nous refusons d'affronter en nous finit par diriger notre vie. Tant qu'on laisse la peur contrôler nos actions, on ne vit jamais un amour authentique. On vit une version édulcorée, sécurisée, aseptisée. Mais l'amour vrai, il demande du courage. Le courage de se montrer tel que l'on est. Le courage d'aimer, même sans garantie. Le plus tragique dans tout ça, c'est que le contrôle ne protège de rien. Il ne fait que creuser un fossé. Chaque barrière qu'on dresse, chaque silence qu'on impose, chaque test qu'on inflige, nous éloigne un peu plus de l'intimité que l'on cherche désespérément. Alors, que faire? Lâcher prise. C'est simple, mais terrifiant. Accepter qu'aimer, c'est prendre le risque d'être blessé. C'est ouvrir son cœur, même quand tout en nous hurle de le protéger. Car c'est seulement dans cette vulnérabilité que l'amour véritable peut naître. Et toi, es-tu prêt à aimer sans filet de sécurité? Imagine que tu sois dans un restaurant avec un menu de 50 pages. Chaque plat a l'air délicieux. Mais plus tu tournes les pages, plus il devient difficile de choisir. Et une fois ta commande passée, une question te hante. Et si j'avais fait le mauvais choix? Aujourd'hui, l'amour fonctionne de la même manière. Les applications de rencontres, les réseaux sociaux, les innombrables options donnent l'illusion que l'âme sœur parfaite est à portée de main. Mais selon Carl Jung, cette quête insatiable de perfection n'est rien d'autre qu'une fuite. Une fuite face à l'engagement, face à soi-même, face à l'idée que le bonheur ne dépend pas de l'autre, mais de nous. On ne s'en rend pas compte, mais chaque swipe à gauche ou à droite nourrit une idée sournoise. Qu'il existe quelque part une personne parfaite qui comblera tous nos désirs, effacera toutes nos peurs et nous rendra enfin complets. On saute de relation en relation, convaincu que le prochain partenaire sera le bon, celui qui effacera le vide qu'on ressent parfois. Mais voici la vérité. Cette personne n'existe pas. Chaque relation commence par une phase d'idéalisation. On projette nos attentes, nos rêves, nos besoins sur l'autre. Mais tôt ou tard, la réalité s'impose. On découvre les défauts, les différences, les désaccords. Et là, beaucoup se disent « ce n'est pas la bonne personne. Il doit y avoir quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux. » Alors, on repart à la recherche de ce fantasme, sans jamais comprendre que le problème n'a jamais été l'autre. Le paradoxe du choix, c'est que plus on a d'options, moins on est satisfait. Chaque fois qu'on choisit, on renonce à 1000 autres possibilités. Et au lieu de s'engager pleinement, on reste toujours un peu ailleurs, à se demander si l'herbe n'est pas plus verte de l'autre côté. Prenons l'exemple de Sarah. Après plusieurs relations, elle est convaincue que le problème venait de ses ex. Trop froid, trop collant, pas assez ambitieux. À chaque fois, elle a fui à la première contrariété, persuadée qu'un amour sans conflit existait quelque part. Mais la vérité, c'est qu'elle ne fuyait pas les autres. Elle fuyait la réalité. Celle qui dit que l'amour n'est pas parfait, que les relations demandent du travail, qu'aimer, c'est accepter l'autre dans toute sa complexité. Jung nous rappelle que ce n'est pas l'autre qui doit combler notre vide intérieur. Tant qu'on cherche la perfection à l'extérieur, on ne trouve que la solitude. La véritable plénitude ne vient pas de la personne qu'on choisit, mais de la manière dont on décide d'aimer. Alors, arrête-toi un instant. Demande-toi si tu cherches vraiment l'amour ou si tu fuis l'engagement. Parce que tant que tu croiras qu'il existe toujours quelque chose de mieux ailleurs,
Tu passeras à côté de ce qui est juste devant toi. La vraie question n'est pas de savoir si la personne parfaite existe. La question est, es-tu prêt à arrêter de chercher et à commencer à construire? L'amour, ce n'est pas les grandes déclarations. Ce n'est pas les voyages de rêve, les promesses enflammées, ni les films romantiques. L'amour véritable se cache dans des détails si infimes qu'on les remarque à peine. Et pourtant, ce sont eux qui construisent, jour après jour, la fondation d'une relation durable. Carl Jung nous enseigne que l'illusion de l'amour parfait est l'une des raisons majeures de l'échec des relations. Trop souvent, on pense que l'amour doit être intense en permanence, que chaque jour doit ressembler à une scène de film. Mais en réalité, ce qui lie deux êtres, ce sont les petites attentions du quotidien. Imagine un couple. Le matin, elle lui prépare son café sans qu'il n'ait à le demander. Lui, en partant au travail, laisse un mot sur la table. « Bonne journée, je t'aime ». Ces gestes, simples en apparence, construisent quelque chose de bien plus solide que les grandes preuves d'amour. Ils créent une connexion invisible, une accumulation de moments qui nourrissent le lien jour après jour. Le psychologue John Gottman a étudié les couples pendant plus de 40 ans. Sa découverte est fascinante. Les relations les plus heureuses ne sont pas celles où il y a le moins de conflits. Ce sont celles où les partenaires partagent 5 interactions positives pour chaque interaction négative. Un sourire, un compliment, un regard complice. Ces petits gestes créent une balance émotionnelle qui rend la relation plus résiliente face aux tempêtes. Mais voilà le piège. Avec le temps, on oublie ces détails. La routine s'installe. On cesse de dire merci. On oublie de se regarder dans les yeux. On prend l'autre pour acquis, croyant que l'amour survivra par lui-même. Mais l'amour, c'est comme une flamme. Il a besoin d'être alimenté. Sinon, il s'éteint. Prenons l'exemple de Malik et Aïcha. Au début de leur relation, ils étaient inséparables. Chaque journée était ponctuée de rires et de gestes tendres. Puis, les années ont passé. Ils ont cessé de s'embrasser en rentrant à la maison. Les discussions se sont réduites à des banalités. Pas de grandes disputes, juste un lent éloignement. Un jour, ils se sont regardés et se sont rendus compte qu'ils étaient devenus des étrangers. Non pas par manque d'amour, mais par négligence des petites choses. La vérité, c'est que l'amour ne se perd pas en un instant. Il s'efface lentement, dans le silence des moments non partagés, dans l'oubli des gestes qui réchauffent le cœur. Mais il y a une bonne nouvelle. Ces petits gestes, on peut les raviver. Un compliment spontané, un message sans raison, une main glissée dans celle de l'autre. Ces instants ne demandent presque rien, mais ils changent tout. Jung disait que le véritable amour est un acte de conscience. Il ne suffit pas de ressentir, il faut agir. Choisir, chaque jour, d'aimer à travers des gestes simples, car c'est dans ces instants fugaces que se construit l'intimité. Alors pose-toi cette question. Quel petit geste as-tu oublié? Quel moment pourrais-tu créer aujourd'hui pour nourrir cet amour? Parfois, un simple « je te vois, je t'entends, tu comptes pour moi » suffit à reconstruire ce que l'on croyait perdu. L'amour n'est pas un feu d'artifice, c'est une bougie. Et chaque petit geste est une étincelle qui la maintient allumée.